Ok, let's go. Ouais, let's go. Trop bien. Bah du coup, ce soir, on accueille quelqu'un qui fait vibrer la scène électro française, DJ talentueuse, résidence du 101 Club, fondatrice du label Tsunami Recording, et maintenant aux commandes de la programmation de la machine du Moulin Rouge à Paris. Elle est originaire de Clermont-Ferrand. Bienvenue, Lisa Mort. Bonsoir, hyper contente de t'avoir avec nous. Bonsoir, merci. Pareil, trop contente d'être là. Du coup, on vient de voir un extrait de toi qui mixe comme une queen 2 jours après l'ouverture de Essin. Ouais. Raconte-nous un petit peu, c'était quoi tes premiers ressentis? Ah bah, c'était trop bien, hein, de toute façon, avec Brice et Antoine, Brice Couder et Antoine Hernandez, qui sont à la tête de ce lieu. Je m'attendais forcément à un truc hyper quali parce que c'est 2 grosses références dans la programmation et qui ont vraiment forgé pour moi le paysage français en musique électronique. De fou. En plus, j'étais déjà venue à Carbone et j'avais vu le potentiel du lieu avec un son de système hyper carré, un côté un peu proper club, en mode club brut, carré, béton, pas trop d'artifice, juste ce qu'il faut pour rester concentré sur la musique. Du coup, j'avais des attentes, mais qui étaient finalement ce que ça allait être. Voir, c'est encore mieux de le voir en vrai maintenant. Le son de système était ouf, public super ouvert d'esprit, parce que j'ai joué sur la première Reshape, qui sont les soirées un peu plus musique déconstruite, ouais. Bass music, un peu qui sort des cadres. Du coup, c'est typiquement le genre de soirée que je préfère. Et donc là, le public était vraiment très open, donc j'ai pu partir très loin. Donc ouais, trop chambé. Alors du coup, comme j'ai dit, tu es vraiment quelqu'un qui fait vraiment vibrer cette scène électronique française. Et raconte-nous un petit peu comment tout a commencé, comment tu t'es lancé dans le DJing, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te plonger dans cette scène? En fait, c'était un petit peu inné, parce que mon père est DJ, il a toujours été DJ toute sa vie, il a fait que ça, ouais. Et disquaire aussi, un peu en parallèle. Mais donc, j'ai toujours vécu avec lui et je l'ai toujours vu mixer. Il m'a appris super jeune, j'avais fait mon stage de 4e et mon stage de 3e avec lui. Le stage pour apprendre de fou furieux, d'accord. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris la première fois. Après, je disais tout le temps à l'école que je voulais être DJ, mais j'y croyais pas tant que ça. À cette époque-là, j'avais encore pas forcément envie de suivre à 100% les pas de mon père. Tes potes qui croyaient pas ou c'était vraiment toi? Non, c'est moi. C'est moi parce que je voulais explorer 1000 autres choses, en fait. Quand on est enfant, même ado, on est un peu émerveillé par tellement de choses, ouais. que voilà, c'était pas forcément... J'avais pas tout le temps envie de retourner au DJing. Et en fait, c'est à mes 17 ans, quand la période de rébellion de ma vie, où là, j'ai commencé à découvrir les rave parties, les free parties notamment autour de Clermont-Ferrand, dans les volcans d'Auvergne et tout, où là, j'ai découvert un truc que, du coup, mon père m'avait pas fait découvrir, parce que mon père venait du club et pas de la rave. Okay. Et là, j'avais l'impression de me réapproprier, en fait, le DJing dans un autre espace, qui n'était pas celui qui était tout tracé pour moi. Et je pense que c'est là où ça m'a vraiment donné envie d'y aller encore plus, parce que du coup, c'était mon projet à moi cette fois-ci, et pas que celui de poursuivre mon père, en fait. Totalement. Et du coup, là maintenant, après Tsunami, te voilà quand même là, en charge de la progra du Moulin Rouge. Et comment tu vois ce rôle, et comment toi, genre vraiment avec la personnalité de Lisa Mort, qu'est-ce que tu veux apporter à ce lieu mythique? En fait... Je pense que déjà, l'idée de base, c'est de garder l'état d'esprit du lieu, en fait, parce que je suis quand même en programmation, il faut quand même s'adapter dans tous les cas au lieu. Comme au 101, on essayait de respecter l'âme du 101, qui était plus typé sur l'électro, la cold wave, la musique un peu froide. Ouais. Essayer de respecter ça au maximum. Et là, à la machine, c'est aussi essayer de respecter l'éclectisme du lieu, qui ramène, en fait, dans chaque soirée, il y a une communauté différente, très, très différente. Et c'est ça qui fait la richesse du lieu, en fait. Et je pense que peut-être que j'ai été embauchée parce que j'ai cet éclectisme-là, en général, même dans mes sets, en fait, dans ce que je dis, je vais écouter beaucoup de genres différents, ce qui fait que, du coup, je connais à peu près ce qui se passe dans
toutes les scènes, pas toutes, mais quand même dans beaucoup, du moins dans ce qui se fait à la machine, oui. Et donc le tout, c'est de garder ces communautés-là à la machine, de garder cette richesse dans la programmation, et ensuite aussi de faire avec les productions machines, type les soirées Quartier Rouge, qui sont les événements de la marque Machine. Et là, de respecter ce genre de programmation, musique électronique un peu avant-gardiste qu'il y a toujours eu à la machine. Et donc voilà, ça va être tout ça. Mon rôle, c'est de garder ce qui s'est fait de bien jusque-là, tout en apportant une touche 2.0 à ça, en fait. Et là, tu as un truc qui vient d'arriver de fou furieux sur Paname, donc une idée de toi et de tes collègues. C'est quand même cette idée de mixer DJ sets avec un musée au Centre Pompidou. Ouais. Donc, il y avait un événement qui a été un succès immense. Et là, du coup, hier, si je dis pas n'importe quoi, vous avez remis des places pour un autre event. Ouais. C'est sold out en 5 minutes. Même pas, Même ouais. pas. C'est un truc de fou. Franchement, je suis trop contente de ça. En fait, de base, c'est Marianne du Centre Pompidou qui m'avait écrit un mail quand je venais de prendre la progra pour qu'on discute d'un projet ensemble. Et donc, en fait, on a commencé à imaginer ce truc où elle voulait laisser une carte blanche à la machine, en fait, dans le Centre Pompidou. C'était une idée qui avait déjà émergé avant le Covid et qui n'avait pas pu se faire. Et que là, en fait, au vu du fait que le centre va bientôt fermer, là, c'était le moment ou jamais de le faire, en fait. Il y avait l'urgence de dire faut absolument qu'on fasse un truc. C'est ça. Faut marquer le coup, en fait. Et du coup, ça s'est organisé assez rapidement, en fait. Enfin, moi, j'ai tout de suite imaginé le truc. Enfin, ça m'a tout de suite chauffé. Et puis, pareil, la programmation s'est fait très rapidement dans ma tête. Je voulais un truc un peu iconique, en fait, pour que ça fasse et club et en même temps institution comme le Centre Pompidou, quoi, une institution un peu d'art contemporain, tout ça. Donc, je voulais un truc, voilà, mi-club, mi-teuf et mi-contemplatif et iconique, quoi. Et donc, voilà, ça s'est trop bien passé. La première, le succès était bien plus fou que ce qu'on pouvait imaginer. Là, la deuxième, ça s'annonce pareil parce que voilà, sold out super rapidement. Donc trop bien. Voilà, il y en a 3 en tout. Là, on va faire la deuxième le 28 novembre. Mais ça, c'est vraiment le type d'event genre qui devrait y avoir de plus en plus. Et c'est vraiment cool qu'il y ait une personne comme toi genre qui ait ce genre d'idée. Parce que c'est aussi genre le motto de notre commu de Round the Corner, c'est vraiment d'avoir un point de rencontre avec la musique, les arts, la mode. Et ça, c'est vraiment le genre d'événement qui sort du jour au lendemain, mais les gens deviennent fous. Ouais. Genre, ils se disent, bien sûr que oui, on a envie d'aller voir un DJ set dans un musée qui est ouvert jusqu'à pas d'heure, et c'est super. Toi, tu te vois vraiment être actrice de ce monde-là, genre, qui est de plus en plus d'events. Ah ouais, complètement. Moi, je suis pour que de toute façon, les fêtes soient... faut vraiment qu'il y ait le maximum pour moi de sens qui soit trigger par les événements, parce que c'est ça qui crée une expérience complètement complète, en fait, tout simplement, quoi, qui rend le truc vraiment mémorable, en fait. On va parler un petit peu de ton univers musical. Toi, ça t'arrive jamais préparer un set, genre jamais tu vas te dire je vais m'entraîner pour qu'il y ait exactement ce genre de transition. Non, jamais. Mais je dirais pas par contre que c'est pas ça être DJ. Je dirais juste que c'est un autre style de DJing. Je trouve que préparer des sets, c'est super charmé aussi. Enfin, pour certains artistes qui font ça, qui ont une proposition hyper carrée, hyper dans leur univers, et qui font... En fait, ils écrivent presque une histoire. Et ça, c'est cool aussi, en fait, je trouve. Mais moi, c'est pas mon approche. Moi, c'est vraiment un échange. On communique, le public et moi, quoi. C'est pas moi qui vais leur imposer un truc. C'est plus, on va échanger. Qu'est-ce que vous avez envie ? Ça vous plaît pas ? Eh ben, pas de souci. On va revenir là-dessus. Je suis plus dans cette approche-là, en fait. Ok. Et tu as eu des artistes ou des sons en particulier qui ont vraiment joué dans ta culture musicale, dans ton style que tu as aujourd'hui, et qui t'ont aussi inspiré dans ton parcours ? Ça, c'est dur parce qu'il y en a trop. Ouais. Il y en a un ou deux noms, Ouais. genre des gens vraiment qui t'ont marqué. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, je suis passée par tellement de phases que quand j'écoutais de la techno, par exemple, il y en avait beaucoup, mais évidemment Jeff Mills, Elena Hoff, Paula Temple à une époque m'ont influencé pas mal.
Dasha Rush. J'étais très, très fan de Dasha Rush aussi quand j'étais ado. Et après, je me suis dirigée sur des trucs plus électro, avec des Aux 88, Ouais. IF aussi en Hollande. Après, j'ai toujours écouté de la cold wave et du post-punk. Et puis après, je me suis dirigée vers d'autres trucs un peu plus 2.0, style le post-club par exemple, avec Arca, Shy Girl, qui m'ont mis des tartes de fou. Après, dans ce que je fais en production, je dirais que des artistes comme Mylène Farmer, et avec ce côté hyper émo, c'est un truc qui m'inspirera On a toujours. un truc de Mylène Farmer genre derrière toi. J'adore. C'est un cadeau de l'équipe de prod. Waouh. Il faut absolument qu'on le mette Incroyable. Ah non, mais j'adore. Il reste là parce que comme tu l'as dit, maintenant ça va être la promotion. Magnifique. Hein, Je le mets un peu plus comme ça. ouais, vas-y, on a hésité, on s'est dit est-ce qu'on va le rendre visible ou pas, bah, beaucoup plus visible. Ah non, mais j'adore. Mais et après, là en février 2023, donc il y a un an, tu as sorti ton premier album. Ouais, C'est la bonne date, hein, février 2023. Je sais pas n'importe quoi. ouais, c'est Ok. ça. Mais qui est quand même ultra introspectif, genre Ouais. de fou. Mm. Et c'est super différent de ce que tu peux voir dans un artiste électro. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a vraiment amené à aller dans cette direction et pas choisir un truc beaucoup plus mainstream, plus pour le public? Ouais. Bah, en fait, en production, moi, je veux vraiment avoir deux approches différentes. Ouais. C'est que du coup, dans le DJing, j'ai ce truc d'adaptation, de communication avec les gens, tout ça. Alors qu'en production, c'est hyper perso. C'est pour moi, en fait, il faut que ça soit une thérapie pour moi et sûrement pour les autres, hein, parce que vu que je joue des trucs très émo, des fois, ça fait du bien d'écouter des trucs comme ça pour un peu pouvoir bien pleurer dessus, pouvoir vivre un peu ses émotions entièrement. Et ça, c'est ça ma démarche dans la production, c'est de moi libérer mes émotions en fait. Et c'est pour ça que du coup j'ai fait cet album parce que en fait c'est difficile quand on est DJ très club comme moi de sortir des tracks aussi émo et pas club du tout et que les gens comprennent. Et le seul moyen de sortir des tracks aussi émo et pas club du tout, c'est d'en faire un album. Et il n'y a que comme ça qu'on accepte qu'un DJ aussi club sortent des tracks comme ça, c'est qu'il faut que ça soit sur un album en fait. Malheureusement, c'est un truc de comme ça, ou c'est un peu fait comme ça, où si j'avais sorti juste un EP émo, les gens n'auraient pas compris quoi. Ouais, il y a pas très longtemps, j'étais sur Boulanger pour essayer de voir m'acheter des petites platines parce que je mixe parfois à temps personnel. Je marque Pioneer FLX4, rupture de stock. 6 mois plus tard, rupture de stock. 1 an plus tard, tout le temps rupture de stock. Et je me rends compte au fur et à mesure de quand est-ce que je vais en soirée, t'en as partout. Ouais. Et donc t'as vraiment de plus en plus de gens qui se mettent au DJing entre potes, et comme une sorte de, je sais pas si on pourrait appeler ça une sorte de hobby cool. Et toi, genre personnellement, en tant que DJ, genre, tu penses quoi de cette tendance? Bah en fait, c'est marrant parce que c'est un sujet qui revient souvent. En ce moment, j'ai fait une interview dans Society il n'y a pas longtemps à ce sujet-là où il y a un article assez intéressant là-dessus. Où justement, moi je pense qu'en fait cette ascension-là, elle a eu lieu pendant le Covid. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, autour de moi, que vraiment tout le monde s'y est mis. Enfin, tout le monde. Il y a eu une vague, en tout cas, qui s'y est mis pendant le Covid, parce que je pense que c'était le moment où, en fait, les gens ne pouvaient plus aller exprimer leur amour de la musique sur le dance floor. Il y a vraiment eu cette fracture où, d'un coup, on s'est senti hyper... on ne pouvait plus extérioriser, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin, du coup, de reprendre possession de ça en le faisant chez eux. Et aussi, il y a eu tellement d'opportunités de live stream à ce moment-là que ça faisait un peu... on pouvait faire nos premiers gigs, mais sans public. Du coup, un petit peu, ça nous rendait peut-être un peu moins timides, en fait, de pouvoir le faire quoi, comme t'avais ça. pas de... Et du coup, je pense que ça... Aussi, le fait qu'on ne travaille plus pour la plupart, ça permettait d'avoir beaucoup de temps pour s'entraîner, beaucoup de temps pour diguer de la musique. Et je pense que tout ça joue et fait que du coup, ça a créé une vague de gens qui ont eu le temps de creuser un peu le sujet et qui, après sortie Covid, il y a eu plein de soirées d'un coup. Donc là, il y a eu des bookings à faire. En plus, après Covid, tous les programmateurs, tous les clubs
ont eu besoin de recentraliser la scène sur des trucs plus locaux, parce qu'on ne pouvait pas prendre l'avion comme on voulait, on ne pouvait plus booker autant de DJ internationaux qu'on voulait. Donc du coup, on voulait booker beaucoup plus de locaux. Ce que j'ai trouvé charmé de relocaliser un peu la scène, parce que ça, je trouve super important pour la développer. Et du coup, je pense qu'en fait, on s'est mis à faire jouer même des super newcomers, parce que on leur laisse des chances, parce que voilà, de toute façon, c'est le moment, on a besoin de ça. Et donc, ça a permis à beaucoup de gens d'avoir des gigs dès la sortie du Covid, alors qu'ils venaient d'attaquer, quoi. Et c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. La bonne chose, c'est que je trouve ça chouette qu'il y ait plus de monde. Je trouve ça chouette aussi parce qu'il y a beaucoup plus de meufs et minorités de genre qui s'y sont mis, parce que le fait de pouvoir faire ça chez elles, sans public, ça permet d'être un peu moins intimidé par le projet et par des ingé-sons ou des mecs cis de l'industrie qui ont tendance à être un peu oppressants avec ces personnes-là. Là, au moins, ça leur a permis de développer le truc en interne, de manière introspective, et d'après de se sentir un peu plus ready à le faire en public. Donc ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, forcément, c'est qu'il y a une surcharge d'informations sur les réseaux. Il y en a beaucoup. Du coup, tout se perd un petit peu. Et qu'il y a des vagues un peu forcément d'artistes qui font moins ça par passion, plus ça parce qu'il y a un filon. Et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, il y a une surcharge de communication sur les réseaux où on voit qu'il y a des projets pas forcément sincères qui vont surfer sur des vagues. Ouais. Et du coup, les projets plus sincères ont moins de reach. Et ça, c'est un peu le truc dommage. Mais bon, en vrai, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Mais donc, tu penses quand même que c'est plutôt une mode ou que ça pourrait changer quelque chose dans la scène musicale ? Je pense qu'à partir du moment où on s'y met. Hein. C'est vraiment un métier qui est passionnant. Donc, je pense pas que ça soit une mode, parce que quand on découvre ce truc et que ça peut marcher là-dedans, c'est rare qu'on ait envie d'en sortir. Ouais. Ou alors, il faut vraiment être dégoûté de l'industrie, avoir eu des mauvaises expériences qui arrivent très souvent quand même. Mais ça reste quand même un beau métier, quoi. Et on a de la chance de vivre de ça quand on peut le faire. Donc non, je pense que ça peut durer, en vrai. Après, tu peux t'y mettre, t'achètes ta platine et puis 6 mois plus tard, tu la retrouves dans ton grenier, quoi. Oui, complètement. Ça, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui ont acheté du matos pour la mode. Ah, j'en connais. Hein. Bon, dans ce cas, oui. Mais je pense que ceux qui poussent le truc et qui se mettent à jouer en public, je pense c'est une bonne chose de rester après dedans et de développer le truc. Et je pense que ça donne envie. C'est un milieu qui donne envie, de toute façon. Donc, Et donc, justement, pour continuer sur ce que tu étais en train de dire, tu as beaucoup de personnes qui parlent du coup de démocratisation du DJing, et d'autres qui disent que ça banalise un peu le métier, donc vraiment sur le côté négatif. Donc toi, c'est quoi ton ressenti et comment tu te sens avec ton expérience par rapport à cet effet-là ? Moi, je pense que oui, c'est vrai qu'il y a des projets qui banalisent le DJing sans vraiment y faire honneur. C'est-à-dire qu'il y a un truc, des fois, que je trouve lunaire. C'est la communication qu'on fait maintenant sur les réseaux, où la plupart des DJ, du coup, embauchent maintenant des vidéastes sur les dates, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi du tout. Au contraire, c'est hyper bien de pouvoir voir ce qui se passe et de le voir avec des vidéos de qualité. C'est cool. Par contre, je ne comprends pas pourquoi poster un extrait où en fait on ne mixe pas sur l'extrait et que c'est juste les gens dansent, mais qu'il y a juste un seul master de montée, qu'il y a juste un seul morceau qui tourne et qu'on ne fait rien. Ça, c'est de l'esthétisme. Genre, c'est ce que tu vois sur les réseaux. Tu tombes sur un reel et tout, tu vois un mec qui mixe avec des gens qui s'ambiancent alors qu'il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est un truc que je trouve complètement lunaire, parce que moi, je veux bien voir des vidéos, mais je veux voir des blends, je veux voir des gens qui font des tricks de DJing. Ouais, l'art du mix au sens propre. Ouais, j'ai envie de regarder des vidéos pour voir comment cette personne a fait ça. J'avais jamais pensé à faire ma transition comme ça. C'est ça qu'on veut voir, en fait. C'est pas, on s'en fout de voir des gens qui dansent. On va en club, on les voit, les gens qui dansent. Enfin, je veux dire. Et ça, c'est un peu un truc que je trouve hyper dommage.
parce qu'en fait, c'est aussi la faute aux réseaux sociaux qui permet à ces vidéos-là de reacher parce qu'on veut voir une méga énergie, mais on ne veut pas forcément voir de la technique. Bien sûr. Sinon, l'algorithme ne nous met pas en avant. Et donc, ce n'est pas forcément de la faute de ces personnes-là, c'est de la faute de l'algorithme des réseaux sociaux qui met ça en haut de l'échelle, quoi. Et c'est trop dommage parce que ce n'est pas ce qu'on veut voir, en fait. Et c'est ça, en fait, ça... Je pense que ça ne pousse pas les DJ à aller au top de leur performance et à s'entraîner plus pour faire des tricks de ouf. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de les poster, ces tricks-là. Donc en fait, on s'en fout, quoi. Ça va quand même marcher en postant juste un extrait de track qui tourne tout seul. Mais après, c'est un peu un cercle vicieux parce que je suis d'accord, tu as un fatalisme de dire que tu es face à un algorithme. Donc aujourd'hui, pour pouvoir percer plus qu'avant, je dirais, où avant, tu étais vraiment... devant la personne, tu allais clubber, tu rencontrais des gens. Aujourd'hui, les DJ ils se font beaucoup de réseaux quand même sur les réseaux, sur Insta. Et est-ce que tu te dis, en fait, c'est un cercle vicieux parce que d'un autre côté, tu peux pas faire autrement. Tu as des gens qui peuvent pas sortir de leur zone de confort sans poster, quitte à vivre complètement dépendant d'un algorithme. Ah ouais, mais ça, je trouve que c'est le pire truc qui arrive dans le milieu du DJing, enfin de la musique, et pas que de la musique d'ailleurs en général, c'est vraiment les réseaux sociaux, quoi. Parce qu'en fait, on est complètement esclave de l'algorithme, on est complètement esclave du fait de maintenant tout passe par là, en fait, toutes nos relations pro passent par là. Il y a quand même beaucoup de programmateurs qui regardent les followers Insta pour booker. C'est fou. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Ça alors que tout, hein. Concert et tout, on dit vous n'avez pas plus de 10K, de 20K, on ne peut pas vous booker, quoi. C'est n'importe quoi. Alors que il n'y a encore pas si longtemps que ça, une génération ou deux au-dessus de nous, Elena Hoff, par exemple, n'a pas les réseaux sociaux. Et c'est une reine absolue. Et elle tourne encore, mais parce qu'elle tourne encore parce qu'elle n'a pas eu besoin aussi. Elle a commencé avant que ça devienne aussi important. Et des fois, je regrette de ne pas être née une ou deux générations au-dessus pour au moins pouvoir vivre sans ça. Parce que là, il y a tellement d'artistes qui sont exceptionnels en technique et qui en fait ne percent pas parce qu'ils n'ont pas la fibre de la communication, parce que c'est un vrai métier. Enfin, je crois que moi en tant que DJ, maintenant j'ai le taf à la machine aussi, mais quand j'étais intermittente du spectacle, ce qui me passait 75% de mon activité, c'était la com, quoi. Et alors que j'ai vraiment pas que ça à foutre, en fait. Enfin, je devrais être en studio, pas en train de penser à préparer tel poste, ou pas. Après, y a des gens qui ont plus d'oseille et qui vont se payer des community managers, mais du coup, ça rend le truc injuste dans tous les cas, en fait, finalement, parce qu'il y a des artistes super talentueux qui vont pas avoir le temps de faire ça, qui vont aussi peut-être avoir un métier à côté pour subvenir à leurs besoins, qui du coup en fait vont être les plus talentueux, mais du fait qu'ils aient un métier à côté et qu'ils n'aient pas la fibre de com et en plus pas le temps de faire de la com, ils vont jamais péter, alors que c'est souvent les plus talentueux, quoi. C'est l'injustice. Ouais, et c'est un peu le problème du milieu des réseaux sociaux. C'est vraiment un truc où j'espère qu'on va trouver une alternative aux réseaux sociaux. Mais c'est cool que tu en parles aussi, parce que tu vois, on voit beaucoup, quand on rencontre des personnes du monde de l'industrie musicale, comme toi, qui sur les réseaux, on commence un petit peu à entendre parler de ces problèmes, mais pas assez. C'est ça qui est aussi intéressant qu'on puisse en discuter ensemble. Enfin, c'est chouette. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous faire un petit teasing, un petit aperçu de ce que tu prépares, des petits projets, une petite programmation qui arrive, ou c'est secret? Ça va, de toute façon, je ne vais pas en parler à 100%, mais oui, déjà, il y a beaucoup de programmation qui arrive à la machine. Les prochaines quartiers rouges, on les a déjà bien un peu toutes prévues sur la saison, et juste, il faut venir, il faut soutenir ce genre d'événement qui essaye de débrider un peu les genres et qui essayent de ne pas rentrer dans les carcans. Moi, je trouve que c'est vraiment des événements à soutenir. Et je ne parle pas que des quartiers rouges qu'on fait à la machine, mais en général, ce genre d'événement à Paris. Je pense qu'il faut soutenir les choses qui
font des propositions un peu plus engagées que les trucs qui marchent et qu'on voit tout le temps. Ouais. Donc voilà, il va y avoir des trucs très engagés dans les programmations. Ensuite, moi, j'ai envie de dire que pour 2025, j'ai ma plus grosse sortie qui est en train de se faire. Donc voilà, je peux pas trop en dire, mais ça va être juste, je pense, ma plus grosse release de ma vie. Trop cool, on est Donc excité. voilà, ouais, Trop chouette. c'est ça. Et puis après, j'ai un live que je vais faire là le 14 décembre à la Gaîté Lyrique. Donc ça, c'est pas un secret, il est déjà annoncé et tout. Mais du coup, c'est ce live-là que je vais développer aussi sur l'année prochaine. Très chouette. Donc voilà. Puis après, toujours plein de DJ sets à droite, cool. à gauche. Ouais. Hyper cool. Bah écoute, Lisa, merci de rejoindre la communauté de Round the Corner. Avec Merci plaisir, d'avoir été là. merci à vous. C'était génial, c'était super. Et abonnez-vous et à la semaine prochaine. Bisous. La caméra est là. Et abonnez-vous et à la semaine prochaine.